Faut-il s'inspirer de William Higgins et investir dans de riches bourses? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action de Richebourg. On voit que ça rebondit depuis quelques temps. Il y a eu quelques, on va dire quelques points bas, mais les points bas sont de plus en plus hauts et les points de plus en plus hauts. Bon, il y a un rebond à rattraper. Est-ce que c'est le moment? On regarde ça ensemble. Allez. La croissance du chiffre d'affaires, donc en médiane, on est sur une décroissance, moins 3,5%. En 2024, on a fait du moins 0,5. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Les années fiscales se terminent en septembre, assez étrangement. On va regarder si on a des 12, on a une publication supplémentaire qui est disponible. Non, on a seulement celle qui s'arrête septembre. Alors, bon, on est sur une société qui n'a pas beaucoup de croissance. Le business, c'est plutôt les services. Alors, ils étaient initialement dans le recyclage de métaux. Après, ils se sont un peu diversifiés dans les services aux collectivités et ils ont une participation dans Elior. Bon, ils sont allés dans un autre business, pourquoi pas après, hein, à mon avis, le management s'est dit que ça ressemblait au type de business qu'ils savaient manager, donc pourquoi pas? Donc ils vont profiter également du redressement d'Elior si ça se passe bien. Maintenant, on n'est pas sur une société qui a forcément beaucoup de croissance, hein, donc à garder en tête. L'acquisition, on a 800 millions d'acquisitions pour 1 milliard de market cap, hein, donc ça veut dire que là, je pense que les acquisitions qui ont été faites par le passé n'ont pas forcément créé beaucoup de valeur, hein, puisque au final, on a beaucoup d'écarts d'acquisition, dans le bilan, à mon avis. Une market cap qui est assez faible, donc le marché, à mon avis, dénigre un peu cette entreprise. On va regarder la valorisation après, hein, mais je serais intéressé pour voir le niveau des cotes sur, capitaux propres. Bon, alors, on va d'abord regarder les marges. Le taux de marge brute, en légère augmentation, soi-disant, c'est bien, hein, c'est pas mal, hein, parce que c'est ce qu'on veut voir. C'est pas un business, à mon avis, qui a beaucoup de marge. Donc il y a eu un point bas en 2012 et on a réussi à redresser la marge brute. Donc c'est-à-dire qu'on arrive quand même à augmenter les prix, qu'on a une position concurrentielle qui est de meilleure et meilleure, donc ça, c'est bien. Un taux de marge d'EBITDA, c'est pas vraiment ça, hein, ça suit pas vraiment la hausse. On va dire qu'on est proche de la médiane qui est à 7, 7%. C'est pas exceptionnel, mais bon, ça reste plutôt stable. Par contre, le taux de marge net, lui, il a quand même bien monté en 2022 et là, hop, on est impacté. On est sur un niveau qui est très faible, hein, 2%. Et je pense que les frais financiers, en tout cas avec la dette qu'on a eue par le passé, ont quand même pesé, hein, sur la marge nette. Donc, à garder en tête. Est-ce que c'est grave d'avoir une marge nette qui est faible? Non, tout dépend de la rotation de l'actif. On va quand même regarder les free cash flow. Voilà, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, hein, donc c'est une entreprise qui est plutôt, on va dire, émettrice de flux et pas consommatrice de flux. Donc, c'est bien. On va aller voir ce qui se passe du côté des free cash flow. Bon, ce qu'on voit sur les marges, hein, c'est que c'est passable, quoi. C'est pas exceptionnel, mais bon, c'est correct. Elle est passable, on va dire. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà, free cash flow, largement plus élevé que les bénéfices nets. Donc ça, c'est pas si mal. Est-ce qu'on voilà, on déprécie plus qu'on ne dépense en capital? Donc, peut-être que, en fait, vu qu'il y a plus d'opportunités de croissance, on n'a plus besoin de faire de la croissance organique. À mon avis, l'entreprise fait plutôt de la croissance, par acquisition, hein, donc elle a plus besoin de faire de dépenses en capital, élevées. Ça explique une partie de l'écart. On doit avoir aussi, alors, on va regarder juste comment se comporte le BFR. Il y a une dégradation légère sur 10 ans. 200 millions, on va dire, à la louche, hein. Bon, ça impacte un peu les cash flows opérationnels, mais rien de c'est pas monstrueux non plus. Est-ce qu'il y a du other non-cash items? Il y en a pour 700 millions. Donc là, il faut aller voir ce qui est inclus là-dedans. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait, par exemple, des dépréciations du de l'amortissement du goodwill, en fait. Il y a dû à mon avis, ils ont fait surpayer des acquisitions et donc ils ont dû les déprécier par la suite, les amortir par la suite et donc ça, c'est une dépense non cash et ça explique pourquoi on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. S'il y a pas de dette, mais il y en a, j'aurais plutôt utilisé les free cash flow pour valoriser l'entreprise, heu, quand, le free cash flow représente mieux ce qu'elle gagne, en réalité. On va regarder la rentabilité en termes de rendement des capitaux investis. La médiane, c'est 9,3%, ce qui est relativement bien. Je pense qu'on est quand même sur une entreprise quand même assez intensive en capital. Je pense donc la rentabilité actuelle à 7, c'est pas énorme, mais ça va être correct. Vu qu'il y a pas de croissance de toute façon, tout ce qu'on va dégager ici en termes de rentabilité, va servir à rembourser la dette et rémunérer les actionnaires ou faire des acquisitions. Il y a pas besoin d'autofinancer de la croissance organique puisqu'il y a pas de croissance organique. Donc bon, c'est pas si mal, au moins ça commence à rebondir un petit peu, en tout cas sur la dernière publication qui est disponible. Donc bon, c'est pas si mal.
On regarde maintenant l'endettement du groupe. Bon, alors, les chiffres, il faut les actualiser. On n'a que les chiffres. Alors, on doit avoir les chiffres de mars. Non, en fait, on les a pas parce qu'ils seraient dans le logiciel. Je pense que l'entreprise ne publie que 2 fois par an. C'est un peu dommage. Bon, la dette ici, en tout cas, elle a 713 millions, ce qui représente tout de même un peu moins de 3 fois l'EBITDA. Donc, on est quand même assez lourdement endetté, mais ce qui est encourageant, c'est que ça a baissé entre mars 2024 et juin 2024. Donc, on a, allez, une dette qui commence à baisser, un bilan qui se normalise un petit peu. L'EBITDA en plus commence à se redresser un petit peu, ça devrait aider le ratio d'endettement. On est à 6, allez, 5 fois les free cash flow, ouais, 4,5, 5 fois les free cash flow. Donc la dette est soutenable, hein, mais elle est un peu lourde et ça pèse à mon avis sur le résultat net, hein, à cause des charges, d'intérêt. Donc à garder en tête quand même que le dossier est un peu endetté, mais rien d'alarmant à ce niveau. La rémunération de l'actionnaire maintenant, on se met dividende, rachat d'actions et du coup le rendement de l'actionnaire, donc on a 2,6. C'est pas énorme, hein. On a que 25 millions de dividendes qui est payé. Moi je pense que c'est sage, hein, de ne pas payer trop de dividendes vu comment on est endetté. Ça permet au groupe d'utiliser, le cash, dégagé pour, rembourser la dette. Donc c'est soutenable à ce niveau. Pas de rachat d'actions, bon, ils gardent leur free cash flow aussi, un peu de rachat d'actions, mais ouais, c'est très léger, hein. Très, très léger, donc bon, ils gardent leur free cash flow pour se désendetter, mais je pense qu'il faudrait rapidement qu'ils se remettent à racheter des actions vu la valorisation que l'on va regarder tout de suite. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est à 5,1, ce qui est à 5,6 pardon, ce qui est très faible, hein, enfin ce qui est faible dans l'absolu. Pour moi, en dessous de 7, on est complètement en value. Là, ça se redresse un petit peu par rapport aux multiples historiques, mais bon, à 5,1, il est pas très élevé, hein, ce multiple. Dans l'absolu, combien on s'est payé sur Derichebourg quand même? On a eu des moments où on s'est payé, au-dessus de 7 fois, hein. Si vous regardez ici, on va dire que la médiane est plutôt par là, ouais, donc la médiane en début des années 2000, c'était plutôt 7. Donc, à mon avis, on a quand même, une bonne marge de progression sur le multiple de Richebourg, surtout s'ils arrivent à remonter les marges. Donc conclusion du dossier, c'est typiquement un dossier value qui se dérisque en remboursant la dette. Il faut suivre aussi la participation dans Elior, hein, qui est importante, qui du coup contribue au résultat net. Donc, moi je pense que ça se regarde, ça se met en watchlist et ça se creuse davantage si vous êtes intéressé par le dossier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.